Une semaine après l'évacuation, Morrison intensifie son blocus. Face à l'empoisonnement alimentaire, Dr. Reeves sauve des vies avec ses plantes démodées. Robert intercepte les communications ennemies avec sa radio bricolée. Pierre prédit les tactiques de Morrison grâce à l'histoire des sièges militaires. La communauté résiste à l'ultimatum et force Morrison à négocier d'égal à égal. Le soleil se lève sur un campement transformé. Hier encore, ces 150 réfugiés vivaient dans l'angoisse de l'assaut final. Aujourd'hui, ils se réveillent avec un sentiment inédit. Ils ont gagné le respect de leur ennemi. Morrison, l'homme qui les traquait comme des fugitifs, a accepté de négocier d'égal à égal. Thomas observe l'activité matinale avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Autour de lui, la communauté s'organise différemment. Les gestes sont plus assurés, les voix plus fermes. Dr. Reeves distribue ses dernières décoctions aux convalescents avec la satisfaction du praticien dont l'art a été reconnu. Robert ajuste sa radio CB en sifflotant, son assemblage de fortune devenu l'outil de communication le plus précieux du camp. Pierre enseigne l'histoire à un groupe d'enfants captivés, ces vieilleries poussiéreuses désormais perçues comme des leçons de survie vitale. Mais Thomas sait que la vraie bataille commence maintenant. Marcus s'approche, un message radio à la main. « Thomas, Morrison a répondu. Il accepte les négociations, mais il pose ses conditions. » Lesquelles ? Lieu neutre, l'ancien centre de conférence international à 40 km d'ici. Abandonné depuis 5 ans, plus d'électricité, plus de technologie moderne. Chaque camp amène 5 représentants maximum. 3 jours de discussion. Elena, qui vient de les rejoindre, fronce les sourcils. Pourquoi ce lieu spécifique ? Marcus réfléchit. Probablement pour nous couper de nos soutiens, nous isoler, et surtout nous priver de tout moyen de vérifier ces affirmations en temps réel. Thomas acquiesce. C'est malin. Sans internet, sans calculatrice, sans base de données, nous serons à sa merci pour tout ce qui concerne les chiffres officiels. Qui on envoie ? Demande Elena. Nous 3 bien sûr, plus Pierre pour l'expertise historique, et... Thomas réfléchit. Il nous faut quelqu'un qui comprenne les aspects économiques, quelqu'un capable de suivre les chiffres, les budgets, les projections. Sarah, qui écoutait depuis le début, propose. Et Jean, il a travaillé dans la blockchain, il connaît l'économie numérique. Jean sera parfait. Marcus hésite un moment, puis dit « Thomas, j'aimerais faire partie de l'équipe de négociation. » Bien sûr, Marcus, tu es notre meilleur analyste. Ce n'est pas pour ça. Marcus marque une pause embarrassée. C'est parce que j'ai une particularité que j'ai toujours cachée. Elena le regarde avec curiosité. Quel genre de particularité ? Marcus sourit légèrement. Dans les foyers d'optimisation, avant l'arrivée des assistants de calcul généralisés, on nous entraînait intensivement au calcul mental. Exercices quotidiens, mémorisation des tables, techniques de calcul rapide. Les éducateurs disaient que c'était pour développer l'agilité cérébrale. Et alors, j'ai gardé ces capacités. Je peux faire des calculs complexes de tête, très complexes. Et j'ai une mémoire photographique pour les chiffres. Thomas le regarde avec étonnement. Tu veux dire que tu peux calculer sans calculatrice ? Multiplication, division, pourcentage, moyenne, projection, tout. Et je retiens par cœur tous les chiffres qu'on me donne. Elena secoue la tête. Marcus, pourquoi tu nous as caché ça ? Parce que c'était embarrassant. Mes collègues se moquaient de moi quand ils me voyaient calculer de tête. Marcus et sa calculatrice mentale, ils disaient. Pourquoi tu te compliques la vie ? Alors j'ai pris l'habitude de faire semblant d'utiliser les calculatrices, comme tout le monde. Sarah sourit. Une autre compétence inutile qui va se révéler vitale. J'espère, parce que Morrison va certainement en chercher à nous noyer sous les chiffres. Et sans moyen de vérification technologique... Thomas pose la main sur l'épaule de Marcus. Tu seras nos yeux et nos mains dans ce labyrinthe de données. Bienvenue dans l'équipe de négociation. Le lendemain matin, l'équipe de 5 personnes quitte le campement dans un véhicule prêté par un sympathisant. Thomas, Marcus, Elena, Pierre et Jean roulent vers le centre de conférence internationale, un complexe imposant construit dans les années 2020 pour accueillir les sommets diplomatiques. Le bâtiment, abandonné depuis la centralisation des négociations dans la capitale, dresse sa silhouette de verre et d'acier au milieu d'un parc à l'abandon. L'herbe envahit les parkings,
La végétation grimpe le long des façades, mais la structure reste impressionnante. Symbolique, murmure Pierre en observant l'édifice, les lieux de pouvoir abandonnés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Demande Helena. Ça m'inspire les négociations de Versailles, les traités de Westphalie, tous ces endroits où l'histoire a basculé, souvent dans des lieux qui ne payaient pas de mine. Il stationne devant l'entrée principale. 3 véhicules noirs sont déjà là, avec une escorte discrète mais visible. Morrison et son équipe sont arrivés. À l'intérieur, le hall d'accueil résonne de leurs pas. Plus d'électricité, effectivement, mais des générateurs portables alimentent un éclairage minimal. L'atmosphère est à la fois solennelle et désolée. Morrison les attend dans l'ancienne salle de conférence principale, une pièce circulaire avec une table ronde au centre. Symbolique évidente, égalité théorique des participants. Il est accompagné de 4 assistants, 2 juristes, un économiste et un négociateur professionnel. « Monsieur Brunet, » dit Morrison en se levant. Sa voix est différente de celle du négociateur de l'autre jour, plus respectueuse mais aussi plus prudente. « Merci d'avoir accepté nos conditions. Monsieur Morrison, nous espérons que ces discussions seront constructives. » Ils prennent place autour de la table. Morrison ouvre immédiatement le jeu. « Soyons clairs sur nos objectifs respectifs. Vous voulez l'autonomie, nous voulons la stabilité. Ces 2 objectifs peuvent-ils être conciliés ? » Thomas répond calmement. « Nous pensons que oui. »« Parfait. Alors examinons les faits. » Morrison fait signe à son économiste, un homme d'une 40aine d'années aux lunettes épaisses et à l'air pédant. Celui-ci sort des dossiers épais remplis de tableaux graphiques et statistiques. Monsieur Durand, notre directeur économique, va vous exposer la réalité financière de votre demande d'autonomie. Durand s'éclaircit la gorge. Mesdames et messieurs, l'autonomie que vous réclamez représente un coût économique considérable. Il étale une première série de graphiques sur la table. Infrastructure énergétique indépendante, 47 millions d'euros. Système de traitement des eaux, 23 millions. Réseau de communication autonome, 31 millions. Centre de santé décentralisé, 52 millions. Marcus observe attentivement les chiffres, tout en gardant un visage neutre. Mentalement, il commence à mémoriser chaque donnée. Total des investissements initiaux, 153 millions d'euros, continue Durand. Soit 1020 euros par personne et par an pendant 15 ans, uniquement pour les infrastructures de base. Pierre prend des notes sur papier. Ces chiffres incluent-ils les économies réalisées par la suppression de la surveillance ? Quelles économies ? Répond Durand avec un sourire condescendant. La surveillance préventive coûte 127 euros par citoyen et par an. C'est négligeable face au coût d'autonomisation. Marcus fronce légèrement les sourcils. Quelque chose ne colle pas dans ces chiffres, mais il n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Durand poursuit. Ensuite, nous avons les coûts de fonctionnement, maintenance des infrastructures autonomes, 23% plus élevés que le système centralisé. Efficacité énergétique, 31% inférieure au réseau optimisé. Productivité économique, baisse estimée de 18% due à la perte d'économie d'échelle. Thomas demande « Vous pouvez nous laisser examiner ces calculs ?» Bien sûr, mais je doute que vous ayez les outils nécessaires pour vérifier. Les modèles économiques modernes nécessitent des logiciels de simulation sophistiqués. Morrison sourit. C'est exactement pourquoi nous avons choisi ce lieu, pour éviter les distractions technologiques et nous concentrer sur l'essentiel. Helena comprend le piège. Vous nous présentez des chiffres que nous ne pouvons pas vérifier ? Nous vous présentons la réalité économique objective, répond Morrison. Ces données proviennent des bases officielles. Marcus demande discrètement à consulter les documents. Pendant que les autres débattent des principes généraux, il mémorise systématiquement chaque chiffre, chaque pourcentage, chaque projection. Infrastructure énergétique, 47 millions pour 15 000 personnes sur 15 ans. Surveillance actuelle, 127 euros par personne et par an. Maintenance autonome, plus 23% par rapport au centralisé. Efficacité énergétique, moins 31%. Productivité, moins 18%. Les chiffres s'accumulent dans sa mémoire photographique et petit à petit, les incohérences deviennent évidentes. La
première journée se termine sur une impasse apparente. Morrison et son équipe ont submergé les négociateurs sous des avalanches de statistiques démontrant l'impossibilité économique de l'autonomie. Sans moyen de vérification, l'équipe de Thomas semble désarmée. Ce soir-là, dans leur chambre spartanate du centre de conférence, Marcus fait ses calculs. Il rejoint Thomas, Pierre, Elena et Jean dans une chambre pour un débriefing discret. « Alors ?» demande Thomas. « Qu'est-ce que vous pensez de leurs chiffres ?» Marcus sort son carnet et commence à écrire rapidement. « Ils mentent, surtout. »« Comment tu peux être sûr ?»« Parce que j'ai tout mémorisé et recalculé. Regardez. Ils annoncent 47 millions pour l'infrastructure énergétique autonome. Mais d'après leurs propres chiffres, sur le coût actuel de l'énergie centralisée, nous payons déjà 52 millions par an aux consommations. » Jean se penche sur les calculs. « Tu veux dire que l'infrastructure autonome coûterait moins cher que ce que l'on paye déjà ?»« Exactement. Et c'est pareil pour tout le reste. » Marcus continue ses démonstrations. « Surveillance à 127 € par personne et par an, ils disent. Mais multiplié par 15 000 personnes, ça fait 1 905 000 € par an. Sur 15 ans, 28,5 millions. Ajoutons le coût des infrastructures de surveillance, des agents, des équipements, on arrive facilement à 60 millions sur 15 ans. » Elena commence à comprendre. Donc la suppression de la surveillance nous ferait économiser plus que le coût de l'autonomisation ? Beaucoup plus. Ensuite, la maintenance près du Mans, plus 23% plus cher pour l'autonome. Mais il compare avec quoi ? Avec le coût apparent de la maintenance centralisée, qui ne compte pas les externalités négatives, pollution, dégradation environnementale, coût social du contrôle. Pierre acquiesce. Ils utilisent une comptabilité tronquée. Et le pire, continue Marcus, c'est leur calcul de productivité. Ils annoncent moins 18% pour l'autonomie. Mais d'après leurs propres données, nous avons déjà une baisse de productivité de 31% depuis l'implémentation du système de surveillance totale. Stress, démotivation, perte de créativité. Thomas comprend l'énormité de la découverte. Tu veux dire que l'autonomie nous rendrait plus productifs, pas moins ? Pas seulement plus productifs, plus rentables. Leurs propres chiffres, correctement analysés, prouvent que l'autonomie coûterait 40% de moins que le système actuel. Un silence s'abat sur le groupe. Jean murmure. Ils nous manipulent avec leurs propres données. Pire, dit Marcus, ils se mentent probablement à eux-mêmes. Morrison croit peut-être sincèrement à ces chiffres, mais quelqu'un, quelque part, truque les calculs pour justifier le système existant. Elena réfléchit. Comment on utilise ça demain ? Pierre sourit. On leur tend un piège, on les laisse s'enfoncer dans leurs mensonges, puis on sort l'artillerie lourde. L'artillerie lourde ? Marcus tapote son front. Ma calculatrice mentale. Le deuxième jour, Morrison reprend l'offensive. Il a fait venir des renforts, 2 experts supplémentaires avec encore plus de graphiques et de projections. Mes chers amis, j'espère que la nuit vous a permis de réfléchir à la réalité économique que nous vous avons exposée hier. Thomas répond calmement. Effectivement, nous avons beaucoup réfléchi. Parfait. Alors passons aux propositions concrètes. Morrison déploie une nouvelle série de documents. Voici notre offre finale. Autonomie partielle. Vous gérez vos affaires internes, nous gérons les relations extérieures et les infrastructures lourdes. Coût pour vous, seulement 340 € par personne et par an. Durand reprend la parole. Cette solution vous fait économiser 680 € par personne et par an par rapport à une autonomie complète. Sur 15 ans, cela représente 153 millions d'économies pour votre communauté. Les chiffres pleuvent à nouveau, dans un déluge calculé pour impressionner et décourager toute contestation. Marcus écoute attentivement, mémorisant chaque donnée, puis demande tranquillement « Monsieur Durand, puis-je vous poser quelques questions sur vos calculs ?»« Bien sûr, jeune homme. » Vous dites que l'autonomie complète coûte 1020 € par personne et par an. Ce chiffre inclut-il les économies réalisées par la suppression des coûts de surveillance ? Les coûts de surveillance sont négligeables, comme je l'ai expliqué hier. 127 € par personne et par an pour 15 000 personnes, soit 1 905 000 € annuels. Vous appelez ça négligeable ? Durand hésite. C'est une partie des coûts de sécurité globaux. Additionnés aux infrastructures de surveillance, au personnel, aux équipements de contrôle, on arrive à combien ? Il faudrait que je vérifie. Marcus sort son carnet. J'ai fait le calcul cette nuit.
4230 € par personne et par an, soit 4 fois votre estimation de l'autonomie complète. Un murmure parcourt l'équipe de Morrison. Durand semble déstabilisé. Vos calculs sont approximatifs. Voulez-vous que nous reprenions vos chiffres un par un ? Morrison intervient. Monsieur Chen, ces questions techniques... Au contraire, coupe Thomas. Ces questions sont au cœur de notre négociation. Marcus, continuez. Marcus se lève et commence à écrire au tableau blanc du centre de conférence. Infrastructure énergétique autonome, 47 millions selon vous. Consommation énergétique actuelle de notre communauté au tarif centralisé, 3,47 millions par an. Sur 15 ans, 52 millions. Conclusion, l'autonomie énergétique nous fait économiser 5 millions d'euros. Durand proteste. Vous ne tenez pas compte de la maintenance. Maintenance autonome, plus 23% selon vous. Mais maintenance du réseau centralisé pour notre zone, 1,2 million par an selon vos propres chiffres, soit 18 millions sur 15 ans. 23% de plus que zéro maintenance centralisée pour nous, ça fait combien ? Ce n'est pas... Le calcul n'est pas... Marcus continue implacablement. Productivité, moins 18% avec l'autonomie, dites-vous. Mais productivité actuelle comparée à celle d'avant l'implémentation du contrôle total, moins 31% selon vos propres statistiques de 2025. Conclusion, l'autonomie nous rendrait 13% plus productifs qu'actuellement. Le silence s'installe dans la salle. L'équipe de Morrison échange des regards inquiets. Helena comprend qu'il faut enfoncer le clou. Monsieur Morrison, vos propres chiffres démontrent que l'autonomie nous coûterait 40% de moins que le système actuel. Pourquoi nous mentez-vous ? Morrison se redresse, furieux. Nous ne mentons pas. Ces calculs sont complexes. Il faut tenir compte de nombreux facteurs. Pierre intervient avec un sourire. Monsieur Morrison, connaissez-vous l'histoire de la comptabilité créative de l'Empire romain tardif ? Pardon ? Les bureaucrates romains truquaient les chiffres pour justifier des politiques ruineuses. Résultat, effondrement économique et chute de l'Empire. Jean ajoute, en économie numérique moderne, on appelle ça de la manipulation des métriques. C'est exactement ce que font vos économistes. Morrison réalise qu'il est en train de perdre la face. Messieurs, dames, ces accusations... Thomas prend la parole avec autorité. Monsieur Morrison, nous ne vous accusons de rien. Nous constatons simplement que vos propres données démontrent la viabilité économique de notre autonomie. Plus que la viabilité, ajoute Marcus, la rentabilité. Morrison et son équipe demandent une suspension de séance. Pendant la pause, l'équipe de Thomas jubile discrètement. Marcus, vous avez été extraordinaire, dit Helena. Comment vous faites pour retenir tous ces chiffres ? Entraînement. Dans les foyers, on nous faisait mémoriser des tables de multiplication jusqu'à 50, des séries de nombres à 100 chiffres, des calculs de pourcentages complexes. À l'époque, je détestais ça. Maintenant, ça nous sauve, termine Thomas. Pierre observe par la fenêtre l'équipe de Morrison en grande discussion. Ils sont en panique. Ils ne s'attendaient pas à être confrontés à quelqu'un capable de décortiquer leurs manipulations en temps réel. Jean acquiesce. Dans leur monde, tout le monde dépend des calculatrices et des logiciels. Ils ont oublié qu'un cerveau humain bien entraîné pouvait être plus rapide et plus fiable. Plus fiable ? demande Helena. Marcus explique. Les logiciels de calcul économique peuvent être programmés pour donner les résultats qu'on veut. Ils incluent des variables cachées, des coefficients de pondération orientés. Un calcul mental, lui, ne peut pas tricher. Sauf si on se trompe. C'est pour ça qu'on vérifie. Regardez. Marcus reprend ses calculs au tableau, expliquant chaque étape, invitant les autres à contrôler. Tout est exact. Thomas sourit. Messieurs, dames, je crois que nous tenons notre victoire. Quand la séance reprend, Morrison a changé de stratégie. Plus de chiffres, plus de projections économiques. Il mise maintenant sur l'émotion et la peur. Mesdames et messieurs, dit-il solennellement, au-delà des questions financières, il y a la question de la sécurité. Votre autonomie représente un risque pour la stabilité générale. Pierre se penche vers Thomas. Tactique classique. Quand on perd sur le terrain économique, on sort l'argument sécuritaire. Mais Morrison continue. D'autres groupes pourraient s'inspirer de votre exemple, réclamer la même autonomie. Nous aurions un éclatement du territoire, une balkanisation dangereuse. Thomas répond calmement. Monsieur Morrison, d'autres groupes réclament-ils déjà cette autonomie ? Eh bien, non, pas encore, mais... Alors votre crainte est hypothétique.
Elle est préventive. Elena intervient. Monsieur Morrison, vous avez passé 2 jours à nous démontrer avec des chiffres que l'autonomie était économiquement impossible. Maintenant, vous nous dites qu'elle risque de se généraliser. Il faudrait savoir. Morrison réalise qu'il s'est piégé lui-même. Ce sont 2 questions différentes. Marcus ajoute le coup de grâce. Monsieur Morrison, vos propres calculs prouvent que l'autonomie serait plus rentable pour l'État. Si tous les groupes l'adoptaient, les finances publiques s'en porteraient mieux, pas plus mal. Un long silence s'installe. Morrison regarde ses conseillers qui évitent soigneusement son regard. Finalement, Morrison soupire. Que voulez-vous exactement ? Thomas pose les mains sur la table. L'autonomie complète pour notre communauté, gestion de nos affaires internes, de nos infrastructures, de notre économie. En échange, nous nous engageons à ne pas interférer avec le système existant et à accueillir uniquement les volontaires. Et en termes financiers, Marcus reprend la parole. D'après vos propres chiffres, notre autonomie vous ferait économiser 4,8 millions d'euros par an. Nous demandons que 2 millions de cette économie soient investis dans nos infrastructures d'autonomisation. Les 2,8 millions restants demeurent un bénéfice net pour l'État. Vous nous demandez de vous payer pour devenir autonome ? Nous vous demandons de partager les économies que notre autonomie vous rapporte. Morrison calcule mentalement, mais sans la rapidité de Marcus. C'est gagnant-gagnant, termine Elena. Vous économisez de l'argent, nous gagnons notre liberté. Pierre ajoute, historiquement, les autonomies négociées durent plus longtemps que les autonomies arrachées. Vous avez tout intérêt à accepter. Morrison regarde encore ses conseillers. Durand hausse les épaules, défait. J'ai besoin de consulter mes supérieurs, dit finalement Morrison. Bien sûr, répond Thomas, nous attendrons. Le 3e jour se passe en discussion de détails techniques. Morrison a reçu ses instructions, accepter l'accord, mais négocier les modalités pratiques. Marcus continue de jouer son rôle de calculatrice humaine, vérifiant chaque clause, chaque chiffre, chaque engagement financier. Sa mémoire photographique permet de s'assurer qu'aucune contradiction ne se glisse dans le texte final. En fin d'après-midi, l'accord est conclu. Autonomie complète pour la communauté, avec un soutien financier de l'État de 2 millions d'euros par an, pendant 5 ans pour l'infrastructure d'autonomisation. Morrison serre la main de Thomas. « Monsieur Brunet, vous avez une équipe remarquable. » Thomas sourit. « Nous avons redécouvert que les compétences humaines de base valent mieux que toutes les technologies. » Morrison regarde Marcus. « Jeune homme, où avez-vous appris à calculer comme ça ? » Dans les foyers d'optimisation que vous gérez, monsieur Morrison. Ironie du sort. Morrison hoche la tête, pensif. Nous devrions peut-être repenser certaines de nos méthodes éducatives. Ce serait effectivement optimal, répond Marcus avec un sourire. Sur le chemin du retour, l'équipe de négociation savoure sa victoire. Marcus, dit Thomas, comment vous sentez-vous ? Étrangement libre, pour la première fois de ma vie. Ma bizarrerie mathématique a été utile, plus qu'utile, décisive. Elena acquiesce, comme Sarah avec sa musique, comme Robert avec sa radio, comme Dr. Reeves avec ses plantes. Exactement, toutes ces compétences qu'on croyait obsolètes. Pierre réfléchit. Je me demande combien d'autres talents on a perdus en route. Combien de capacités humaines on a sacrifiées sur l'autel de la facilité technologique. Jean, qui est resté silencieux, prend la parole. Vous savez ce qui m'impressionne le plus ? Quoi ? Morrison a fini par respecter Marcus. Au début, il le prenait pour un gamin qui posait des questions naïves. À la fin, il le regardait comme un égal. Thomas acquiesce. Parce que Marcus maîtrise quelque chose que Morrison avait oublié, la capacité de penser par soi-même, de ne pas dépendre d'une machine pour réfléchir. Marcus regarde le paysage défiler par la fenêtre. Vous croyez qu'on va réussir ? Cette autonomie, je veux dire. On a déjà réussi, répond Elena. On a prouvé qu'on pouvait survivre, s'organiser, résister, négocier. Le reste, c'est juste de la logistique. Et si d'autres groupes veulent nous rejoindre ? Thomas sourit. On les accueillera. On leur apprendra ce qu'on a appris. Comment lire l'heure sans écran, comment calculer sans calculatrice, comment se soigner avec des plantes, comment bricoler une radio, comment apprendre l'histoire. Comment redevenir humain, murmure Pierre. Ils arrivent au campement à la tombée de la nuit. Toute la communauté les attend autour du feu central. Quand Thomas annonce la nouvelle,
Les acclamations résonnent dans la forêt. Dr. Reeves serre Marcus dans ses bras. « Mon garçon, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Pas plus extraordinaire que vos plantes ou la radio de Robert. Si, vous avez prouvé que l'intelligence humaine peut battre la manipulation technologique. C'est révolutionnaire. Sarah s'approche. Marcus, vous vous rendez compte ? Nous avons tous utilisé nos talents inutiles pour gagner notre liberté. Moi avec la musique, vous avec les maths, Robert avec l'électronique, Dr. Reeves avec les plantes, Pierre avec l'histoire. Et maintenant ? Thomas prend la parole devant l'assemblée. Maintenant, nous construisons notre autonomie et nous enseignons à nos enfants toutes ces compétences que nous avons redécouvertes. Théo lève la main. Monsieur Marcus, vous m'apprendrez le calcul mental ? Bien sûr. Et moi aussi, crie Kevin. Et moi, ajoute Manon. Bientôt, tous les enfants veulent apprendre. Pas seulement le calcul, mais tout. L'électronique, l'histoire, la botanique, la musique, l'orientation. Marcus observe ces visages avides d'apprendre et comprend quelque chose d'essentiel. Vous savez ce qu'on est en train de faire ? Quoi ? On recrée l'école, la vraie école, celle qui enseigne à penser, pas à consommer. Elena sourit. L'école de l'autonomie. L'école de la liberté, ajoute Thomas. Cette nuit-là, autour du feu qui ne s'éteint jamais, la communauté planifie son avenir. Plus de dépendance, plus de surveillance, plus de contrôle. Juste des êtres humains qui apprennent à redevenir humains. Et au centre de tout cela, Marcus, l'homme à la calculatrice mentale, comprend que son cerveau n'est pas une bizarrerie, c'est un trésor que sa communauté va transmettre aux générations futures. Parce que la vraie richesse, ce ne sont pas les machines qui pensent à notre place, c'est notre capacité à penser par nous-mêmes.